Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc-Jean Clerval, ancien militaire, et j'ai lancé en juillet un appel aux généraux suite à la conférence de presse du chef d'état-major des armées qui m'avait particulièrement irrité et obligé à réagir. Cette vidéo a généré des millions de vues et des milliers de commentaires de personnes qui se sont identifiées à mes propos. Il s'en est suivi une autre vidéo ainsi que 2 interviews en ligne qui ont recueilli tout autant de commentaires positifs, montrant s'il en était encore besoin, et contrairement à ce qu'on cherche de nous faire croire, que le peuple de France n'est pas idiot et bien plus patriote qu'il n'y paraît. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit après mes 2 dernières vidéos et m'ont dit en substance « D'accord, nous avons bien compris le problème, mais maintenant, comment faire pour reprendre la main sur notre pays, avec notamment l'aide de l'armée, qui semble être encore la dernière institution qui tienne debout ?» C'est une question plus que légitime et récurrente, mais avant d'apporter une réponse claire, il faut poser un socle commun. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas, et aujourd'hui, malheureusement, une grande partie des Français ne connaît plus, ou mal, la structure réelle de nos institutions, leur rôle, et surtout, comment elles ont été progressivement détournées dans ce qu'on peut appeler, sans exagération, un coup d'État institutionnel de la part d'une petite caste politico-financière. Vous allez voir que constitutionnellement, nous avons le droit, nous le peuple, de reprendre légalement les rênes du pays. Alors par cohérence, je vais découper cette vidéo en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous réexpliquer simplement comment a été prévu de fonctionner à la base la Ve République et ses grands organes pour que tout le monde ait la même grille de lecture. Et pour beaucoup, je sais que ça ne sera qu'un simple rappel. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment ce système, pensé pour protéger la nation, a été totalement perverti par cette caste depuis plus de 40 ans. Et dans la troisième partie, je vais faire ce que je faisais quand j'étais militaire et que j'allais rendre compte à ma hiérarchie d'un problème rencontré qui nous demandait de venir déjà avec une ou plusieurs solutions, ce qui a l'avantage de ne pas rester bloqué au simple niveau du constat, mais de pouvoir déjà se projeter. Nous verrons donc quelles solutions concrètes peuvent être légalement mises en place pour que dans un premier temps, nous reprenions la main. L'objectif est simple, redonner au maximum de citoyens les clés de compréhension pour qu'ils puissent, en toute lucidité, retrouver espoir et décider de leur avenir. Pour cela, nous n'avons pas le choix, il faut agir, pour ne plus se laisser confisquer le pouvoir qui, constitutionnellement, nous appartient, je le rappelle. Je précise que je ne suis ni un intellectuel, ni un juriste, mais simplement un citoyen lambda qui sait lire et interpréter les informations qui sont mises à sa disposition. D'ailleurs, comme la confiance n'exclut pas le contrôle, je vous invite à ne pas me faire confiance, mais de vérifier par vous-même les informations que je vous livre ici pour que vous fassiez jouer votre libre arbitre. Première partie. Comment est censée fonctionner la République? Imaginez, nous sommes les passagers d'une immense fusée blanche et fière, prête à décoller avec son équipage. C'est la Ve République. Elle est construite en 4 étages. Le premier étage, c'est l'exécutif, qui est composé du président de la République et de son gouvernement. Ce sont eux qui font démarrer la mission en appliquant les lois. Le deuxième étage, c'est le législatif, composé de 2 chambres, la chambre basse, l'Assemblée nationale, et la chambre haute, le Sénat. Ce sont eux qui conçoivent les lois censées nous guider. Le troisième étage, c'est le Conseil d'État, la tour de contrôle administrative qui vérifie que tout fonctionne selon les règles. Le quatrième étage, c'est le fameux Conseil constitutionnel qui est le gardien du plan de vol, celui qui garantit que chaque trajectoire respecte la Constitution. Sur le papier, c'est magnifique. Ce schéma est clair, il est équilibré et pensé pour éviter les abus de pouvoir. Mais, comme toute mécanique, il ne fonctionne que si chacun reste à sa place, respecte ses prérogatives et sert l'intérêt général. Et cette fusée, elle ne peut décoller qu'avec 2 puissants boosters. Le premier, c'est l'état de droit, qui dit qu'aucun pilote, aucun mécanicien, aucun membre d'équipage n'est au-dessus des règles. Le second, c'est le contrat social. C'est l'accord passé entre nous, passagers, et ceux qui pilotent l'engin. Nous acceptons de leur confier une partie de notre liberté, et en échange, ils doivent protéger nos droits et garantir que le voyage profite à tous. Mais ce n'est pas tout. Cette fusée, avec ses 4 étages et ses 2 boosters, repose sur un socle unique et essentiel qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Ce socle, c'est notre loi suprême.
Il est composé de 3 textes principaux que tout responsable public, et je dis bien tout responsable public, se doit de respecter. La Constitution de 1958, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946. On y trouve également la Charte de l'environnement de 2004 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. C'est ce socle qui protège nos libertés, notre souveraineté et nos droits fondamentaux. Sur le papier, tout paraît clair. Voilà de manière simpliste et imagée comment notre République est censée fonctionner, sur ce quoi elle est censée reposer. Mais si ce socle est fissuré, toute la fusée menace de se disloquer. Vous allez voir maintenant ce que cette 5e République est devenue, et vous allez vous rendre compte que ça ne manque pas de sel. En théorie, notre système politique est conçu pour que le peuple soit souverain et que ses représentants agissent en son nom. En pratique, il a été progressivement dévoyé par une série de mécanismes qui vident cette souveraineté de sa substance. Nous allons voir comment on en est arrivé à un système où le peuple a de moins en moins de prise sur les décisions, pour ne pas dire aucune. Aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Cette fusée a dérivé de sa trajectoire et est en train de se disloquer avant l'explosion finale. Les étages ne remplissent plus du tout leur mission, les boosters ont perdu de leur puissance, et le socle lui-même, le bloc de constitutionnalité, est totalement fissuré. Les droits et libertés gravés dans la Déclaration de 1789 sont bafoués. Les garanties sociales inscrites dans le préambule de 1946 sont piétinées. La Constitution de 1958 est contournée par ceux-là même qui ont juré de la respecter. L'exécutif concentre tous les pouvoirs, le législatif obéit docilement plus qu'il ne contrôle, le Conseil d'État valide des décisions qui restreignent nos droits, et le Conseil constitutionnel ferme les yeux ou justifie l'injustifiable. Ce n'est plus une république qui protège ses citoyens, c'est une machine, verrouillée par une minorité qui travaille pour elle-même. Et quand le socle est trahi, que l'état de droit n'est plus respecté et quand le contrat social est rompu, la loi suprême dit que le peuple a non seulement le droit, mais le devoir de résister et de demander des comptes à ceux qui trahissent leur serment. Passons maintenant à la deuxième partie. Comment ce système, pensé pour protéger la nation, a-t-il été totalement perverti? En effet, sur quelle base peut-on affirmer que notre système est en panne, que la fusée a perdu le cap, est en train de se disloquer et que le socle même de notre République est désormais fissuré? Eh bien, on va le voir avec quelques exemples flagrants de trahison de nos institutions. Je vais vous en présenter 6 en vous citant les articles du bloc de constitutionnalité qui ont été allègrement bafoués, et croyez-moi, ce n'est qu'un échantillon. En premier, la souveraineté du peuple, bafouée en contradiction avec l'article 3 de la Constitution et l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que j'appellerai DDHC ensuite. La Constitution stipule que la souveraineté appartient au peuple. Pourtant, des décisions majeures, des traités, des accords internationaux et des transferts de compétences sont pris sans consultation populaire. Exemple le plus flagrant que nous connaissons tous, le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Nous avons voté massivement non, et 3 ans plus tard, Sarkozy et Barnier l'ont ratifié quand même, via le traité de Lisbonne. En deux, les libertés fondamentales sont restreintes en contradiction avec l'article 2 de la DDHC, sur la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression. Nos libertés de circuler, de nous exprimer et de travailler sont grignotées, morceau, par des lois d'exception qui sont devenues permanentes. Chaque crise sert de prétexte pour rogner encore plus nos droits, crise sanitaire, crise sécuritaire, crise climatique. À chaque fois, un peu plus de nos libertés individuelles et collectives disparaissent. Aux lois françaises déjà liberticides viennent s'ajouter celles de l'Union européenne, tout aussi inquiétantes comme le Digital Service Act qui encadre et contrôle les plateformes en ligne, ou encore dernièrement le FMA, la prétendue loi sur la liberté des médias, qui sous couvert de protection ouvre la porte à plus d'ingérence et de contrôle. Mais le véritable coup de massue reste la loi française sur la prévention du terrorisme et le renseignement. Adoptée après un vote contesté, elle grave dans le marbre des mesures d'exception. Contrôle administratif, algorithmes de surveillance, collecte massive de données, fichage, etc.
D'ailleurs, le juge antiterroriste Marc Trévidic avait pourtant alerté dès 2015 sur ses pouvoirs exorbitants offerts aux services de renseignement, sans réel contrôle judiciaire. Résultat, la surveillance et l'ingérence deviennent la norme, les garde-fous sautent les uns après les autres, et nous glissons de plus en plus vers un État totalitaire. En 3, des lois imposées sans débat, en contradiction avec l'article 6 de la DDHC, qui précise que la loi est l'expression de la volonté générale. On en compte quasiment une vingtaine seulement depuis 2015, en incluant les lois et les directives imposées par l'Europe. Puis vient le tristement célèbre article 49.3 alinéa 3, brandi comme une massue, qui permet de faire passer une loi sans vote, utilisée abusivement par Elisabeth Borne, qui l'a utilisée 23 fois en 20 mois, réforme des retraites, loi de finances, financement de la sécurité sociale, etc. Le résultat est sans appel, la volonté générale du peuple, éjectée. Le débat démocratique, inexistant. Et cela pour des lois qui changent profondément nos vies, sur des réformes qui impactent gravement notre vie quotidienne, sans que notre avis nous soit demandé, et a fortiori ne soit pris en compte, mais encore faudrait-il que nous soyons écoutés. Mais ce n'est pas tout. En 4, le contrôle de l'information, en totale contradiction avec l'article 11 de la DDHC sur la libre communication des pensées et des opinions, qui est un des droits les plus précieux de l'homme. C'est simple, 8 à 10 milliardaires détiennent la quasi-totalité des grands médias français. Et comble du cynisme, ils sont subventionnés avec notre argent. Environ 600 millions d'euros pour la presse écrite et près de 4 milliards d'euros pour l'audiovisuel public. Pour info, avec ces 4 milliards 6, ce serait l'équivalent de 76 Canadair ou de 9 hôpitaux de 500 lits chacun, et le but étant non avoué de filtrer ce que vous voyez et ce que vous entendez. En clair, ils tiennent le robinet de l'opinion publique en imposant une vision unilatérale des faits. En 5, le détournement des forces publiques en contradiction avec l'article 12 de la DDHC qui stipule que la force publique est au service de tous. La force publique doit protéger les citoyens, pas un gouvernement. Pourtant, elle est utilisée pour réprimer durement des manifestations pacifiques. Pendant que d'autres troubles, bien plus graves, restent totalement impunis par une justice laxiste. En 6, la promesse sociale est rompue en contradiction avec le préambule de 1946 qui traite du droit à la santé, à l'instruction, à la sécurité matérielle. Ce qui se traduit par des milliers de lits d'hôpitaux fermés, une école publique exsangue manquant de professeurs qualifiés, des salaires qui stagnent, des prix qui explosent, des millions de Français qui renoncent à se soigner ou à se chauffer. C'est le visage d'un contrat social rompu où l'État s'éloigne chaque jour un peu plus de sa mission fondamentale. Et on pourrait en dire tellement plus, la liste est aussi longue qu'un jour sans fin. Conclusion de cette section, voilà pourquoi notre fusée républicaine ne vole plus, se disloque, et est sur le point d'imploser. Parce que ses moteurs sont grippés, parce que ses commandes ont été détournées, et parce que ceux qui devraient en être les gardiens sont devenus complices de sa dérive. Si nous ne faisons rien, elle s'écrasera, et nous avec. Au final, nous avons en opposition une république de papier et un système réel qui protège une caste. Le citoyen, lui, est tout juste toléré tant qu'il consent. Voilà pourquoi on peut parler ici sans hésitation de mafia d'État. Si vous en doutez, voyez que les similitudes avec la mafia sont frappantes et claires. Une structure fermée, une loyauté de clan, la captation du bien commun, une totale impunité, une gestion par la peur et un contrôle du récit. Ce n'est pas un hasard, c'est un mode opératoire bien huilé, piller le bien commun, servir des intérêts privés et piétiner l'intérêt général en méprisant de surcroît ceux qui en sont les véritables propriétaires, à savoir les citoyens. Et pourtant, grâce à une ingénierie sociale particulièrement bien élaborée, beaucoup continuent de croire que l'État leur veut du bien, refusant de voir ce qui crève les yeux, un État spoliateur, accro au pouvoir et prêt à tout, surtout pour le conserver. Mais dans quel but, me direz-vous? L'argent seul? Pas uniquement. Leur objectif est clair, et il a même été formulé noir sur blanc par Klaus Schwab, le fameux, dans la grande réinitialisation, avec cette phrase devenue tristement célèbre, « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Ce projet vise à détruire la nation française, à effacer son histoire, ainsi que sa culture, pour instaurer un asservissement durable des peuples. Asservissement économique en créant une dépendance permanente par la dette, une fiscalité écrasante et une inflation organisée. Un asservissement social
en divisant pour mieux régner, dresser les citoyens les uns contre les autres à coups d'étiquettes et de polémiques artificielles. Un asservissement politique en verrouillant les institutions et en vidant le vote de son sens pour exclure toute voix dissidente du débat public. Asservissement culturel en effaçant dans une repentance crasse progressivement notre histoire, notre identité et nos repères communs pour priver les générations futures de toute racine à défendre en les culpabilisant. Asservissement technologique en instaurant un contrôle numérique permanent capable de surveiller, filtrer et sanctionner le moindre écart à la ligne officielle. Le but ? Permettre à une minorité de régner sans contestation sur une majorité affaiblie, dépendante et trop épuisée pour se révolter. Un peuple qui ne possède plus rien, mais qui croit encore être libre, parce qu'on lui laisse l'illusion de choisir ses chaînes. Tout ceci vous parle ? Alors éteignez votre télévision et ouvrez les yeux, il est encore temps. Croyez ce que vous voyez, mais ne croyez pas ce qu'on vous demande de voir. Je n'aurai de cesse de le répéter. Depuis des années, ils nous prennent pour des enfants dociles qu'ils infantilisent, ou pour des imbéciles incapables de comprendre. Ils pensent que nous ne voyons pas leurs manœuvres, que nous n'oserons jamais réagir face à leur impéritie, face à leur arrogance et face à leur mépris affiché. C'est une grossière erreur de calcul, mais cette certitude, cette conviction qu'ils peuvent agir sans crainte, et atteindre leurs objectifs, d'ailleurs, ils ne s'en cachent même plus, c'est leur erreur la plus stupide. Car plus ils abusent, plus ils réveillent le peuple, plus ils maîtrisent, plus ils nourrissent la colère, plus ils cachent, plus la vérité finit par éclater. Soyons clairs, nous sommes arrivés à un moment de bascule. Et aujourd'hui, tout converge. Une légitimité du pouvoir en lambeaux, un peuple qui se parle hors de leurs canaux officiels, ce qui les terrifie, des scandales quasi quotidiens qui ne peuvent plus étouffer, leur issue de sortie se ferme, le cercle se resserre autour d'eux, en fait, ils sont comme un sanglier étau ferme. En langage de chasseur, un sanglier au ferme désigne précisément un sanglier blessé, acculé et encerclé par les chiens qui refusent de fuir et se retournent pour se défendre. Et quand un sanglier est au ferme, il devient très dangereux. Il ne cherche plus à fuir, il fait face et il charge. Il utilise toutes ses forces, toutes ses armes pour se dégager et survivre. Ne vous leurrez pas, le pouvoir actuel fera pareil. Il fera tout pour conserver la moindre once de pouvoir acquise. Il chargera et frappera plus fort. Il utilisera encore et toujours la peur, il provoquera pour justifier la répression. Nous nous trouvons donc dans une configuration unique et dramatique, car ce ne sont pas une, mais toutes les institutions de la Ve République qui ont trahi leur mission et ne protègent plus le bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel ne joue plus son rôle de gardien, donc il y a impossibilité de recours institutionnel. Le Parlement n'est plus depuis longtemps un contre-pouvoir, donc la représentation populaire est neutralisée. La justice ne défend plus les libertés fondamentales, c'est une rupture de l'état de droit, elle se dit indépendante, mais elle n'est plus impartiale. Avant de passer à la dernière partie, il nous faut parler de l'hyper-présidentialisation de la Ve République. En effet, la Ve République donne au président plus de leviers de contrôle que n'en avait Louis XIV, le roi Soleil, qui aimait à se présenter comme le père de ses sujets. Le locataire de l'Élysée, aujourd'hui, agit comme s'il en était le propriétaire. En plus de l'exécutif et du militaire, il influence le législatif, la justice, la diplomatie et l'information. Concentrés entre les mains d'une seule personne, ces pouvoirs peuvent devenir un danger majeur pour la nation, surtout si cette personne agit de manière autoritaire ou maladive. Entre de mauvaises mains, ils permettent de neutraliser toute opposition institutionnelle, de manipuler l'opinion via les médias, de changer la loi à volonté ou de gouverner par ordonnance, et même d'engager la nation dans des choix irréversibles, militaires, diplomatiques ou économiques, sans jamais consulter le peuple. Et pour verrouiller encore davantage les décisions, notre président a détourné l'usage des conseils de défense. Prévu à l'origine pour gérer des crises militaires ou sécuritaires, cet outil a été convoqué pour des sujets purement civils, comme la pandémie ou la crise énergétique. Le tout sous couvert du secret défense, échappant ainsi à tout contrôle parlementaire et empêchant les Français de savoir qui décide quoi et sur quelle base. En fait, c'est un gouvernement de l'ombre, à huis clos, loin de toute transparence démocratique, qui ne repose pas sur un cadre juridique formel.
Et pour compléter ce sombre tableau, attention à l'alerte rouge qui se présente sous la forme de l'article 16. L'article 16 de la Constitution donne au président carrément les pleins pouvoirs. En cas de crise, sur le papier, il est là pour protéger la République. Dans les faits, il n'a pas de vraie limite de durée, même si la Constitution impose au président de consulter le Conseil constitutionnel, le Premier ministre et les présidents des assemblées avant de déclencher l'article 16. Seulement, cette consultation n'est que consultative. Le président décide seul in fine. Imaginez cet outil entre les mains d'un chef de l'État instable, obsédé par le contrôle, persuadé que toute opposition est une menace. Cela ne vous rappelle-t-il personne ? Ne vous trompez pas, il l'utilisera sans état d'âme et sans l'ombre d'une hésitation s'il se sentait en danger pour se protéger. Ce ne serait plus un dispositif de sauvegarde, mais un moyen de verrouiller totalement le pays. Liberté suspendue, économie sous perfusion, information sous contrôle, le tout emballé dans un discours rassurant, comme il sait si bien le faire, sur la protection de la démocratie. Alors maintenant, quoi faire après cette avalanche de trahisons avérées et d'agressions contre le peuple ? La dernière partie maintenant, quelles sont les solutions ? Quand tous les étages de la fusée trahissent le plan de vol, quand même la tour de contrôle laisse faire, il ne reste plus qu'une chose, reprendre les commandes. Et selon notre loi suprême, ces commandes appartiennent au peuple et à lui seul, c'est-à-dire à nous. Dans ce cas, puisque le système a gravement failli, il ne reste que deux gardiens possibles des institutions. Le premier, c'est le peuple, qui est, je le rappelle, le détenteur originel de la souveraineté nationale, c'est l'article 3 de la Constitution. Le deuxième, c'est l'armée, mais uniquement en tant qu'outil du peuple et non comme pouvoir autonome. En conséquence, le peuple peut légitimement, dès à présent, se constituer en pouvoir constituant, c'est-à-dire au-dessus des institutions existantes, qui ont gravement failli pour établir l'ordre constitutionnel. Non seulement c'est notre droit, mais c'est surtout notre devoir. L'armée, dans ce cadre, pourrait intervenir en appui du peuple pour garantir la sécurité et empêcher la répression. Voilà pourquoi nous devons, dès maintenant, rester unis et mettre fin à toutes les guerres de clochers. Il faut agir ensemble, avec calme, stratégie et surtout sans peur, car chaque division est un cadeau fait à ceux qui nous oppriment. Un pouvoir acculé n'a plus rien à perdre, comme je l'ai expliqué précédemment. Et c'est précisément à cet instant qu'il peut tomber. Mais pour que cela arrive, il faut se lever maintenant, pas demain, et en masse. Alors certains disent attendons 2027, on changera tout aux prochaines élections. Mais en réalité, c'est une illusion. Les élections ne sont qu'un simulacre démocratique. Regardez comment elles se déroulent. Des élections qui sont tout sauf libres, sans pluralité politique. Une sélection des candidats pervertie par un système qui impose 500 signatures de maires dont l'identité est rendue publique, favorisant les pressions politiques. Le vote blanc, ignoré. Pas de quorum pour valider le scrutin. Un président élu avec 38,5%, soit à peine plus d'un tiers des inscrits, ce qui pose un sacré problème de légitimité. Une centralisation des données électorales après le vote au ministère de l'Intérieur, sans contrôle citoyen indépendant, propice à toutes les manipulations. Pas d'obligation de casier vierge pour les élus, etc. Ajoutons à cela le subterfuge de l'arc républicain, véritable club fermé, où les partis autorisés se serrent les coudes pour garder la main et verrouiller les institutions en acceptant que ceux qui se soumettent à leurs dogmes officiels. Ils jouent selon les règles du système qu'ils ont eux-mêmes mis en place, ce qui nous vaut, au final, d'avoir toujours les mêmes aux manettes. Ils sortent par la porte et ils reviennent par la fenêtre. C'est affligeant et insupportable. Le pire, c'est qu'ils osent appeler ça démocratie, dont ils nous rabattent les oreilles constamment. Et franchement, c'est une vaste blague, une foutaise. Et dans les faits, la voix du peuple pèse bien peu dans les décisions qui engagent son avenir. Si je résume, le problème, ce n'est pas l'homme à l'Élysée. Le vrai problème, c'est la machine. Un système qui s'est essuyé les pieds sur notre Constitution et a vendu son âme à la finance. Désormais, ce n'est plus le politique qui commande l'économie, c'est l'économie qui commande le politique. Et ce système s'est construit comme une forteresse, conçue pour que jamais personne ne puisse le remplacer. Attendre 2027, c'est comme rester assis dans un camion fou lancé à pleine vitesse vers un mur, en espérant qu'au dernier moment, il changera de direction tout seul. Et pendant que vous attendez, ils consolident leur pouvoir, ils signent des traités irréversibles,
Ils réduisent vos libertés, loi après loi, et quand viendra 2027, le jeu sera déjà plié. Et que nous propose-t-on pour 2027? Une misère politique affligeante. Deux trentenaires, Attal et Bardella, qui n'ont jamais rien bâti de leurs mains, sans la moindre expérience entrepreneuriale, sans jamais avoir assumé les risques et les responsabilités du monde réel. Et un Édouard Philippe, ancien Premier ministre, et artisan actif de la chute actuelle. La preuve, pendant que le pays sombre, leur seule obsession, c'est leur propre élection ou réélection. Ce sont des candidats façonnés et adoubés par les cercles de la grande finance internationale, Forum de Davos, Bilderberg ou autres, pour servir un agenda qui n'a rien à voir avec l'intérêt de la France ou de son peuple. C'est pathétique, mais tellement révélateur d'un système qui ressemble plus à un cancer généralisé en phase finale. C'est précisément ce mode opératoire qu'il faut briser, pas avec des incantations, mais avec un plan clair, légal et tenable dans le temps. Aidons-les à partir avec des soins palliatifs. Pour ceux qui hésitent, ne nous voilez pas la face dans la torpeur de l'été. Nous sommes déjà dans le mur ou à quelques mètres de l'impact. Chaque seconde compte, ce n'est plus l'heure des illusions ni des on verra demain. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, il faut se secouer, mettre les doigts dans la prise pour réagir. Mais bon sang, réveillez-vous, parce que demain, il sera trop tard. N'acceptez pas la fatalité et ne donnez pas à ces traîtres à la nation le plaisir de vous voir soumis à genoux et vous spolier sans vergogne le peu qu'il vous reste. Restez debout, droit, fiers de votre liberté et de vos choix et revendiquez-les haut et fort. On ne sauve pas une maison en flammes en attendant le prochain propriétaire, on éteint l'incendie et on reconstruit maintenant, pas demain. Avant de vous donner quelques pistes, je rappellerai qu'ici, volontairement, je n'ai parlé que de la France, ce qui est déjà un vaste sujet. Mais n'oublions pas que ces traîtres ont donné notre entière souveraineté à un organe élu par personne, qui décide pour nous de tout, sans notre avis, et cet organe totalement illégitime s'appelle l'Europe, avec pour principal vecteur de la destruction la Commission européenne et l'inénarrable présidente de cette commission, qui est l'incarnation la plus vile de la corruption et de la malfaisance. Pour imager le propos une nouvelle fois, nous sommes aujourd'hui de fait non pas dans une cage, mais dans deux. La première, c'est la cage France, qui elle-même se trouve dans la cage Europe. Nous sommes dans ces cages, mais les portes restent encore ouvertes. Et il ne tient qu'à nous de nous en extirper pour nous envoler. Si nous attendons encore les lois ultra-liberticides qu'ils veulent nous imposer au plus vite, pour nous empêcher de réagir, monnaie numérique, fin du cash, contrôle des réseaux sociaux, crédit social, fin de la propriété, agriculture nourricière, refermeront les portes l'une après l'autre. Et quand elles seront closes, il sera beaucoup trop tard, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer, dans un système totalement verrouillé, où cette misérable petite caste continuera à festoyer, pendant que nous serons dans la fosse à nous débattre pour survivre. Pensez-y et réfléchissez bien, mais vite, à ce que chacun d'entre vous peut et doit faire dans un esprit collectif pour nous sortir de ce cauchemar éveillé. Et si vous faites partie de ceux qui arrivent encore à vivre correctement, ce que je vous dis peut peut-être vous faire sourire, mais d'expérience, ne pensez pas que vous ne ferez pas partie du voyage, bien au contraire. Car quand la réalité va frapper à votre porte, plus dure sera la chute. Je vous invite à vous rappeler des propos du pasteur allemand Martin Niemöller quand il parlait du nazisme que je vous ai adapté à la situation actuelle. Quand ils ont commencé à museler les journalistes indépendants, beaucoup n'ont rien dit, ils ne regardaient pas ces médias. Quand ils ont restreint la liberté de manifester, beaucoup n'ont rien dit, ils ne manifestaient pas. Quand ils ont imposé des lois liberticides, beaucoup n'ont rien dit, ils pensaient que ça ne les concernait pas. Quand ils ont détruit nos hôpitaux et nos écoles, beaucoup n'ont rien dit, ils avaient encore de quoi se soigner et payer des études à leurs enfants. Puis un jour, ils sont venus les chercher leurs droits à eux, et il ne restait plus personne pour les défendre. Méditez ces paroles. Alors, tout ceci étant dit, quel plan pour reprendre la main, évidemment? Reprendre le contrôle ne se fera pas par miracle, je pense que vous l'avez compris maintenant, ça ne se fera pas non plus dans la douceur avec des chants et des fleurs, c'est certain, au vu de la détermination de cet ennemi de l'intérieur que nous devons affronter. Pour moi, il y a 3 étapes claires. La première et la plus importante pour l'instant, c'est d'écarter et de juger ceux qui trahissent l'intérêt général par des tribunaux d'exception. La deuxième, qui se fera simultanément, c'est d'organiser une transition solide pour maintenir le pays debout pendant le changement
Et nous avons pléthore de personnes éminemment compétentes pour cela dans notre beau pays. La troisième sera ensuite de revenir à un système souverain où le peuple décide réellement et pas seulement le jour du vote. En conclusion, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est plus seulement de constater, c'est de comprendre pour agir. Parce qu'un peuple qui connaît ses institutions, qui sait comment elles sont censées fonctionner et comment elles ont été dévoyées, est un peuple beaucoup plus difficile à manipuler. C'est ce que j'ai essayé de faire ici. On ne vous demande pas non plus de devenir des experts constitutionnels, mais d'en comprendre les bases à minima. D'ailleurs, je n'en suis pas un. Le temps presse, le décompte du sablier arrive à terme, et sachez que le courage n'appartient pas qu'aux militaires. Il est entre les mains de chaque citoyen qui refuse de se soumettre. Levez-vous, battez-vous pour vos droits, pour l'avenir de vos enfants ou de pour vos petits-enfants, qui n'ont, je le rappelle, rien demandé, parce que si vous restez les bras croisés aujourd'hui, demain ils vous demanderont des comptes et ils auront raison. Et ce jour-là, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Nous n'avons pas le droit de leur laisser le monde que ces malades nous concoctent. Juste un chiffre, grâce entre autres au Mozart de la finance et au Beethoven de la dette. Sachez que la dette par Français aujourd'hui, on vous dit, c'est environ 50 000 euros. Mais si vous incluez le hors bilan, elle passe à 110 000 euros. Sans qu'on vous ait demandé votre avis, mais qu'on vous demande en revanche de payer. Pensez-y. N'oubliez jamais, nous sommes la majorité, nous sommes le peuple, et nous sommes les souverains. Eux ne tiennent que parce que nous les laissons faire. Sans nous, ils ne sont rien. La suite dépend simplement de nous tous. À nous de le faire ensemble, civils comme militaires, dans la légalité que nous confère le bloc constitutionnel. Voilà, j'espère que vous avez une meilleure idée maintenant de la catastrophe que ces gens ont organisée et que vous avez enfin compris qu'il faut vous lever en bloc. Réveillez-vous et faites confiance à votre bon sens. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres, car un peuple qui s'aime et se soutient ne sera jamais vaincu. Vive notre belle nation française et que les traîtres soient relégués le plus vite possible aux poubelles de l'histoire. Merci pour votre écoute.